par-ci par-là. Et voilà, ça a amené les premières pluies et j'espère que d'autres suivront. D'accord. Donc avant de parler de ce recueil de poèmes, j'aimerais un peu qu'on revienne sur votre parcours parce que vous êtes membre fondateur du Club des jeunes écrivains et artistes de l'université Gaston Berger, donc Plumard. Oui. Et puis aussi vous êtes sympathisant du Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Et vous êtes aussi l'administrateur de la rubrique À vos plumes, comme quoi vous êtes vraiment à fond dans l'écriture. Oui, enfin, pour À vos plumes, j'étais, parce que c'est le recueil est paru en 2013. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai eu à travailler, à collaborer avec Ndarinfo, ndarinfo.com, qui est un organe qui est un site internet à Saint-Louis. Et j'ai eu de décembre 2011 à avril 2013, justement, eu à collaborer en tant qu'administrateur de la rubrique À vos plumes, justement, où il s'agissait de faire la promotion de jeunes auteurs que je prenais et avec qui je faisais des entretiens et je publiais leurs textes sur la plateforme web. Et j'ai aussi été... Comme on fait là maintenant. Voilà, comme on fait là maintenant. Et j'ai été aussi, parallèlement, disons, le principal animateur de la rubrique culture en tant que collecteur et voilà. Et j'ai été aussi un des membres fondateurs de Plumard. Plumard, c'est le club des jeunes écrivains et artistes de l'université Gaston Berger Saint-Louis, qu'on a mis sur pied en 2009 avec un groupe d'étudiants qui eux aussi écrivent, dont Ablaye Guissé, Seydina Issa Dione, le mathématicien poète. Et voilà, on était vraiment un groupe de jeunes étudiants. On venait de débarquer à Sanar, à l'UGB. On était vraiment mûs par cette passion pour la poésie, pour la littérature et tout. Et c'est comme ça que nous avons dit que nous allons mettre sur pied une association du genre. D'accord. Est-ce que c'est la même chose pour le Cénacle des jeunes auteurs? Parce que je pense que vous êtes le chargé de communication de cette association. Oui, tout à fait. C'est à peu près la même chose pour le Cénacle des jeunes auteurs, sauf que là, avec le Cénacle, c'est, disons, beaucoup... Enfin, c'est un niveau, disons, supérieur, entre guillemets, si je peux dire, puisque nous avons une ambition nationale. Donc c'est parti de là, l'idée d'apporter du neuf, d'avoir une association qui regrouperait les jeunes auteurs. Alors, par jeunes auteurs, il faut entendre jeunes par l'âge, d'accord, mais jeunes par l'expérience littéraire aussi. Donc, on peut y adhérer de 7 à 77 ans. Quelles sont vos actions dans cette association? Alors, nous faisons des ateliers d'écriture dans les écoles. On en a fait récemment au lycée Kennedy. Nous faisons des dons de livres à des écoles, à des bibliothèques, disons, scolaires. Nous organisons des concours de poésie. On en a organisé pour la Saint-Valentin, pour titiller un peu la fibre poétique des jeunes. Et voilà, nous avons aussi un site internet où nous communiquons beaucoup avec nos followers, les gens qui nous suivent, etc. Et voilà, en gros, c'est cela nos actions. Et cela dans le but de promouvoir la lecture chez les jeunes, de promouvoir l'écriture chez les jeunes, de sorte à faire, disons, émerger, disons, une nouvelle génération d'auteurs, d'écrivains qui vraiment soient mis en condition pour produire quelque chose de bon. C'est essentiel pour nous. Il faut qu'il y ait aussi de la qualité dans ce qu'on publie. Et c'est la feuille de route que nous nous sommes fixés et voilà, on déroule. D'accord. Donc, Première pluie, le premier recueil de poèmes de Azodien. Pourquoi Première pluie? Première pluie parce que j'ai trouvé ça, à mon avis, c'était très poétique. Et puis l'image, pour moi, l'image était assez forte et représentait beaucoup pour moi. Au début, il s'agissait de premier pas, en fait, dans le titre initial. J'ai dit premier pas, parce qu'il y a cette idée aussi de première. D'ailleurs, le premier livre est titré Esquisse de poésie, parce que c'est vrai que les autres qui lisent l'œuvre vont la juger selon leurs ressentis, selon leurs émotions. Mais moi, je me place, disons, dans cette perspective que c'est vraiment le premier jet. Et avec ses imperfections, avec ses folies, avec sa fougue, comme les premières pluies qui viennent. Souvent c'est de fines gouttelettes qui tombent, des fois il pleut à verse.
on ne sait vraiment pas à quoi s'attendre quand on parle de première pluie. Et au-delà de cet aspect, disons, poétique, il y a aussi l'aspect vécu, parce que je suis très sensible à ce que je vis. Je dirais même que je m'écris. Donc, première pluie, les premières pluies, pour moi, revêtent une dimension affective particulière, parce qu'elles me rappellent ma grand-mère. D'accord. Avec qui j'ai grandi, je puis dire. Et j'ai grandi en fait, l'année scolaire, j'étais à Louga parce que ma maman enseignait là-bas. Et pendant les vacances scolaires, j'étais à Thiès auprès de ma grand-mère parce que la famille habite à Thiès. Et effectivement, il se trouvait qu'à pratiquement presque toutes les premières pluies, me trouvais à Thiès. Et il y avait tout ce rituel que faisait la grand-mère. Et voilà, tout ce vécu est revenu. Et fondamentalement, ce recueil est dédié à ma grand-mère et à Fadbine Toulo, une amie que j'ai perdue. Et donc, pour moi, Première pluie, c'est non seulement un titre, disons, marketing pour parler comme les éditeurs, poétique pour parler en tant qu'auteur, mais aussi très fort d'un point de vue sentimental, d'un point de vue personnel. D'accord. Donc le premier poème, dans la première partie, esquisse de poésie, donc vous parlez de votre poésie comme vous en avez parlé tout de suite. Vous dites, vous, comment est-ce que vous puisez votre inspiration? C'est de la vie, vous l'avez dit. À travers la poésie, vous êtes allé vos convictions, vous l'avez dit aussi. Vous êtes à la quête de la beauté. Et donc l'agencement des rimes est un culte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant cette émission. Donc vous expliquez un peu dans ce poème comment est-ce que vous percevez la poésie, c'est bien cela? Oui, c'est l'exergue en quelque sorte. Je suis en train de dire comment je perçois ma poésie, comment est-ce que j'entends ma carrière, disons, de poète et ce que je pense de la poésie. En fait, c'était une sorte d'entrée en matière. Et voilà. Et par rapport à la musicalité dont nous parlions tout à l'heure, c'est qu'à l'origine, ce texte, au tout premier brouillon, c'était un texte de rap, en fait. D'accord. Et voilà, c'est peut-être pourquoi il y a beaucoup de rimes, dedans. Et le titre également de ce texte, au tout début, c'était, au lieu de ma poésie, c'était Ego Trip. D'accord. Voilà, Ego Trip pour faire référence aux gens du mouvement hip-hop qui font des ego trips dans leur opus, qui parlent d'eux, c'est presque de la geste, la geste du rappeur, etc. C'est un peu ce que j'ai fait dans ce recueil, mais enfin dans ce texte autant pour moi, mais en parlant de ma poésie. Et puis il y a le poème Ndar la ravissante, mais franchement quand on lit ce poème, limite on peut croire que vous êtes né à Ndar, parce que tellement vous décrivez cela, c'est tellement beau. C'est tellement magnifique, c'est joli, mais vous n'êtes pas né à Ndar. Je ne suis pas né à Ndar, je suis né ici à Dakar. Mais les vous avez passé du temps à Thiès, vous l'avez dit tout à l'heure, mais pourquoi avoir choisi justement la ville de Ndar? Parce que je suis tombé amoureux de la ville de Ndar. Voilà, c'est cela le mot en fait. J'ai découvert cette ville en fin 2008, quand je venais d'avoir le bac. J'étais orienté à l'université Gaston Berger. Et c'est comme ça que j'ai découvert Saint-Louis. Et petit à petit, j'ai appris à m'habituer à Saint-Louis, à aimer cette vie saint-louisienne, surtout cette ville de culture, cette ville d'émulation artistique. Et puis il y a également l'eau. L'eau, je pense, est indissociable de Saint-Louis. Et peut-être que tous ces paramètres ont fait que je suis finalement tombé amoureux de Saint-Louis. Et évidemment, comme à Dakar, comme à Thiès, comme à Louga, il faut dire que j'y ai rencontré des personnes exceptionnelles, des personnes formidables. Et voilà, je suis tombé carrément sous le charme de Saint-Louis. D'accord. Est-ce que c'est avec ce poème-ci, donc Ndar la ravissante, que vous avez gagné le premier prix du concours international de poésie de Saint-Louis en 2009? Oui, tout à fait. D'accord. Pouvez nous parler un peu de ce concours? Alors, c'est un concours qui est organisé par le CEPS, le Cercle des écrivains et poètes de Saint-Louis. Et je profite de la tribune pour leur adresser un petit coucou à tous mes doyens qui sont là-bas, aux doyens Alioune Badara Coulibaly, Louis Camara, Amadou Alfassi, doyen Diakité, Cheikhou Diakité. Alors, ils sont là, ils font chaque année, ils font un festival de poésie, tous les 2 ans, autant pour moi.
je crois que c'est les années impaires. Voilà, les années impaires, ils font un festival de poésie avec un concours de poésie destiné aux élèves, aux lycéens. C'est vraiment un concours international. Hein. Ils reçoivent des poèmes de partout. Et chaque année paire, ils font une fête du livre. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que j'ai eu à participer à ce concours de poésie en 2009. Et puis quand je l'ai remporté aussi, ils m'ont vraiment félicité, ils m'ont encouragé. Et je pense à quelqu'un comme le doyen Alioune Badara Coulibaly qui m'a vraiment, disons, motivé à continuer à écrire, qui n'a cessé de me prodiguer des conseils. Je le remercie d'ailleurs dans le livre. Je pense à Charles Camara que j'ai connu aussi via le CEPS, au doyen Louis Camara. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à les aimer eux aussi, à partager avec eux des moments d'émotion extraordinaires. Et voilà, je pense que c'est des initiatives à encourager. Le CEP, c'est vraiment à encourager, je pense, parce qu'ils sont très réguliers dans l'exercice. Et voilà. Et puis, Tano Ouro. Donc, vous avez dit tout à l'heure que vous dédiez ce poème à votre grand-mère et à une amie disparue. Donc, Tano Ouro, je pense que ça, le poème ici, c'est vraiment spécialement pour votre grand-mère. Oui, ce poème-là, il est spécialement pour la grand-mère et c'est en fait le... Tano Ouro. Tano Ouro. En fait, Tano, c'est grand-mère ou grand-père en pulaar. Ouro, c'est son nom. Il s'appelait Wuri Sow. Donc, elle est décédée en 2004. Et ça a été un choc pour moi. Ça a été vraiment, je pense, le premier grand choc de ma vie. De perdre cette grand-mère qui était vraiment tout pour moi, que j'aimais, que j'aime, hein, que j'aime vraiment. Et elle me le rendait bien aussi. Et ce texte a été le tout premier poème que j'ai écrit aussi. Parce que recueil. Non, le tout premier poème de ma vie. En tout cas, ce que je considère pour un poème, c'est ce poème-là. Parce que le choc était tellement fort. Et elle est décédée en 2004 et je suis resté 1 an pour pouvoir faire le deuil et sortir ces mots. Et voilà, tout est parti de là. Est-ce que vous pouvez nous lire ce poème? Tano Ouro. Elle est venue, brusque comme une faucheuse. Sans compassion, elle emporta la précieuse. Me laissant seul au milieu de cette vaste mer, orphelin à jamais de mon adorée grand-mère. Me privant ainsi de cette voix qui avait le don de m'adoucir, cruelle, elle a coupé le pont qui me reliait à Tano Ouro, comme la parque coupe le fil de la vie. Ma vie insipide, la soupe n'a plus de goût ni de fumée à mes yeux. Pour me consoler, l'on me dit qu'elle est aux cieux, mieux qu'elle se promène à travers les jardins d'Éden, parée d'une tenue blanche. Je l'ai écrit en 2005. D'accord. Donc le premier poème d'Azolien. Oui, on peut dire. Voilà. Et puis donc gloire à toi. Ici c'est plus pour votre maman. Oui. Gloire à toi, c'est plus pour ma maman. Enfin, c'est pour ma maman. C'est pour ma maman parce que je lui dois, pour ne pas dire tout, je lui dois beaucoup. Celle qui a fait de moi celui que je suis aujourd'hui. Et voilà, je pense que rien que le fait de me faire venir au monde, c'est déjà quelque chose de grandiose que je ne peux disons, estimer. A fortiori quand on supporte un garçon. Voilà, jusque-là, elle continue de me supporter, de m'encourager. Voilà, elle a fait de moi ce que je suis, en fait. Et c'était une sorte d'hommage que je lui fais. Et au-delà d'elle, à tous ces mamans du monde qui, justement, ont toujours cru en leur enfant, qui ont toujours supporté leur enfant, et voilà. Donc ici, gloire à toi, c'est particulièrement pour votre maman et généralement pour toutes les mamans du monde, mais quand je vois ici, à l'Amazone des temps modernes, donc là, c'est vraiment pour Diello, oui. Donc votre maman. Oui, en fait, même disons, l'Amazone des temps modernes, c'est évidemment pour ma maman, mais c'est... En fait, je suis dans une perspective, disons... dans tous mes poèmes, vous ne verrez jamais, disons, le nous. Je suis toujours dans le jeu. Mais dans ce jeu romantique, au sens où, et je pense le professeur Khalid aussi, la revendication des poètes du je et du moi. Tout à fait, tout à fait. Et le professeur Khalid aussi, mon préfacier, l'a signalé dans la préface en rappelant Hugo, insensé qui pense que je ne suis pas toi quand je te parle de moi.
Évidemment, je m'inscris justement moi dans cette logique du jeu romantique parce que je me dis que tout ce que j'ai à dire, tout ce que j'ai à offrir d'original et de beau doit partir de moi. Et maintenant, au-delà de moi, évidemment, si quelqu'un se sent, en tout cas, ressent une quelconque émotion dans l'histoire que je raconte. Est-ce que c'est pour mettre un peu donc le lecteur à la place même de l'auteur, pour que, par exemple, moi, quand je lis ce poème, que je puisse penser que c'est même moi qui ai écrit ce poème? Oui, tout à fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. L'idée, c'est de m'écrire et puis après de donner cela à, disons, aux autres, de partager en fait. C'est ça, c'est l'idée de partage. Après, il y a 60 textes dans le recueil. Après, moi, si vraiment chaque lecteur du poème se sent vraiment concerné par un poème, moi je suis satisfait. Parce que c'est ça l'objectif en fait. D'accord. Et puis donc là, on a eu c'est plus ou moins 3 poèmes où donc Gloire à toi, Grâce à lui, à l'Amazone des temps modernes où vous remerciez un peu. Et puis un peu plus après, par exemple ici quand j'ai Spleen, là, il y a des jours où rien n'a de sens. Donc, toute cette première partie, on sentait l'amour, les remerciements, cette gratitude. Mais à partir de Spleen, c'est comme si l'auteur avait un peu ce spleen, si je peux dire. Donc, c'est un peu moins gai que les premiers poèmes, si je peux dire. Oui, parce que, indépendamment de ce que tout le monde peut croire dans la vie de tous les jours, je suis très souriant et tout. Mais je suis quelqu'un de profondément mélancolique. D'accord. Je suis très mélancolique et ce recueil en quelque sorte est mu par la tristesse, par la souffrance. Parce que c'est paradoxal, mais si j'ai eu disons, assez d'inspiration et assez d'énergie pour composer ce recueil, c'est parce qu'il y a eu 2 chocs vraiment importants dans ma vie. Le décès de ma grand-mère en 2004 et puis 4 ans après le décès d'une amie, Fat Bintoulou, avec qui j'étais dans la même classe en terminale et qui nous a quittés dans un accident à presque 3 mois du baccalauréat. Donc ça a été un choc assez fort et c'est vraiment ces 2 personnes-là qui ont vraiment été le moteur de cette inspiration, de ces textes. Donc je suis très souvent dans le spleen. Au-delà de cela, je suis très souvent dans le spleen, je suis très souvent dans la tristesse, dans la mélancolie. Et voilà, c'est comme ça fait partie de ma personnalité, je ne peux pas l'expliquer autrement. En fait. Mais c'est ce qui fait aussi votre inspiration, c'est ce qui vous inspire certainement. Oui, c'est bizarrement ou certainement, c'est ce qui m'inspire. Quand je suis dans l'euphorie, quand je suis dans le bonheur, bizarrement, il n'y a rien. Il suffit que je sois triste, que je sois peiné, que je souffre. Et là, les mots coulent comme, je dirais, les larmes couleraient. D'accord, comme les pluies. Comme les pluies. D'accord. Et puis ici, on a le poème Pauvreté. Je vous rappelle donc que ce recueil, vous l'avez publié en 2013. Oui. Donc aujourd'hui, on est en 2016, donc 3 ans après. Si je lis ce poème, adolescent au tricot déchiqueté, vieillard stigmatisé, aucun d'eux n'aurait voulu la connaître, donc la pauvreté. Ça me rappelle un peu la situation actuelle avec les enfants de la rue. Ouais, tout à fait, parce que c'est parti d'une observation. C'est-à-dire, au-delà de moi aussi, il y a mon environnement, et donc tout ce qui touche mon environnement me touche. Et effectivement, je voyais tout le temps ces enfants dits talibés qui sont là dans la rue, qui sont dans un état, je dirais, piteux. Hein. Il y a aussi en regard, il y a aussi ces vieillards que l'on peut voir. En tout cas, c'est des personnes de tous âges en fait. Et ça m'a tout le temps, je dirais, choqué, ça m'a tout le temps ému de voir ces gens dans la pauvreté. De voir ces gens, parce qu'ils sont pauvres, être rejetés, de voir ces gens marginalisés, sans qu'on essaie de les comprendre ou de discuter avec eux ou de les ramener à nous. Ça m'a toujours choqué et la première réflexion que j'ai eu à faire justement, c'est est-ce qu'ils ont voulu cela? Non. Et donc c'est ce qui a motivé ce poème-là et voilà, je pense que c'est un hymne à, disons, je ne dirais pas à la compassion, mais disons
au partage, à l'esprit voilà, à l'esprit altruiste, à l'esprit humaniste. Voilà, que l'on partage tout ce qu'on a, parce que ceux-là qui sont dans la rue, ce sont nos enfants, ce sont nos papas, ce sont nos mamans, ce sont nos grands frères, nos grandes sœurs, etc. On n'a pas ce droit-là, je pense, de les laisser à eux-mêmes. On a un devoir de les ramener à nous. Et voilà, il faut que ces enfants de la rue soient ramenés dans les maisons et que ceux-là qui... Donc vous appréciez l'initiative du gouvernement? Bah oui, tout à fait. Et qu'il continue dans cette lancée, qu'il ne cède pas aux pressions. Je pense que c'est une mesure louable et c'est ce qu'il faut faire. Les talibés sont des étudiants. Sont des étudiants comme moi, je suis étudiant à l'ISAC actuellement. Donc ils ont le droit à un minimum de dignité. Ils doivent apprendre et puis après servir ce pays. On ne doit pas les exploiter, on ne doit pas leur demander d'amener de l'argent. Et au-delà même des talibés, ces enfants qui sont dans la rue, leur place n'est pas dans la rue. Donc il faut, vraiment j'exhorte le gouvernement à continuer et à ne pas reculer. Voilà, au-delà du discours, j'ai entendu certains ce matin à la radio dire que c'est des ennemis de l'islam qui sont... Non, je pense que ça c'est un faux débat, il faut qu'on arrête avec ça. Voilà, l'islam ne dit pas que les enfants doivent être dans la rue ou que les enfants doivent être exploités. Ceux-là qui les exploitent, il faudrait qu'ils qu'ils arrêtent et puis voilà. D'accord. Donc de la même manière aussi, dans Vieille Europe, je pense que vous parlez de l'esclavage et de l'immigration. Oui, en fait oui, c'est intervenu dans le contexte de l'immigration choisie de Sarkozy. Et moi j'ai voulu poser ce texte et comparer les deux situations. C'est-à-dire avant, eux ils venaient en Afrique, ils avaient besoin de nous. Maintenant que nous Africains, on a fait l'Europe, on a construit l'Europe parce qu'ils venaient nous chercher, ils venaient nous amener dans les plantations, etc., etc. Maintenant que nous on a construit l'Occident, ils veulent plus de nous. Non seulement ils veulent plus de nous, mais maintenant ils veulent qu'on nous laisse, disons, je ne veux pas dire cela qui ne nous servent à rien parce que tout le monde sert à quelque chose. Ils veulent nous prendre notre matière grise, ceux-là qui réfléchissent, ceux-là qui ont une qualification, ceux-là qui ont un travail. Je dis non, il faut qu'on arrête. Et si vous voyez bien dans ce texte, j'ai employé délibérément un ton vulgaire en disant en utilisant le mot froc. Voilà, c'était assez vulgaire parce que j'étais vraiment dans une logique frontale face à cette vieille Europe. Hein, l'adjectif vieille aussi a son importance parce que pour moi ce n'est pas cette Europe, ce n'est pas ce peuple que l'on aime ou avec qui on échange tout le temps sur les réseaux sociaux surtout. C'est une vieille Europe théorisée ou en tout cas portée par... Mais est-ce que donc justement dans ce poème-ci vous ne faites pas un petit clin d'œil à Aimé Césaire, puisqu'il y a un poème aussi, Un César pour Césaire, parce que lui aussi on se souvient qu'il utilisait un style assez cru pour dénoncer un peu. Ben oui, tout à fait, et je pense que c'est dans cette continuité même. C'est dans cette continuité même, nous en parlions tout à l'heure. Je pense qu'on ne peut pas être, disons, africain, évoluer dans la poésie, en tout cas parler de poésie sans pour autant parler de Senghor, Césaire, Damas, voilà, tous ces monuments qui ont fait l'identité culturelle noire, qui ont fait dans l'affirmation, qui ont fait dans le combat. Et voilà, je taquine souvent quelques amis en leur disant, qu'on le veuille ou non, on est tous des petits Senghor ou des petits Césaire. Donc parce que voilà, c'est eux vraiment les fondamentaux, c'est eux les fondements. Et puis voilà, on ne peut pas faire quelque chose dans la poésie en dehors de ces grands hommes-là. Donc on est arrivé à la fin de cette émission. Est-ce que vous préparez un autre recueil? Oui, il y a un deuxième recueil qui est en cours d'édition, je dirais, qui sera intitulé Semailles. Donc après les premières pluies, les semailles. D'accord. Après, voilà. C'est dans une suite logique. Voilà, c'est dans une suite logique et... On aura récolte après, certainement. Probablement. Qui sait.
Mais voilà, c'est en cours d'édition et peut-être qu'il paraîtra en fin d'année ou en 2017, Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup Azolien d'avoir accepté cette invitation. Ben, c'est moi qui te remercie depuis que nous voulions avoir cette émission. Voilà, ça n'a pas pu se faire parce que j'étais justement à Saint-Louis. C'était pas évident. C'est vraiment moi qui te remercie, qui remercie la DTV. Et voilà, je suis à ta disposition. Tu m'invites quand tu veux. Voilà. C'est très bien, d'accord. Merci beaucoup Azolien. Voilà donc notre invité cette semaine dans Livre ouvert, c'était Azolien. Il est l'auteur de ce recueil de poèmes Première pluie. Merci à l'Harmattan Sénégal ainsi qu'à nos autres partenaires. Merci à l'équipe de tournage et de réalisation de la DTV. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Livre ouvert. À très bientôt. BBC Afrique en partenariat avec DTV, c'est tous les soirs à partir de 20h30. Venez participer au débat de lancement de ce nouveau programme ce 18 juillet à partir de 10h45 au Dôme du Sea Plaza. Un débat autour du thème « Comment est-ce que l'Afrique peut stimuler une utilisation optimale des nouvelles technologies afin de créer de nouvelles opportunités et accélérer la transformation du paysage des affaires du continent ?» Pour y assister, rendez-vous sur le site bbcafrique.dtv.sn.